Bonsoir et merci de suivre ce 23h dans l'actualité de ce dimanche 2 juillet 2017. La première turbine du barrage de Soubré a été mise en service par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le barrage hydroélectrique de Soubré a nécessité 4 ans de labeur, au cours desquels le gouvernement s'est attelé à respecter tous les engagements tant contractuels que sociaux. Le gouvernement au chevet des victimes des pluies diluviennes, le ministre Mariatou Koné a sillonné plusieurs communes et villages et y a apporté aux populations des soutiens financiers, des vivres et non-vivres. Bamako, la capitale malienne, accueille une rencontre des dirigeants des pays du G5 Sahel. Ils doivent finaliser le projet d'une force commune antiterroriste de 5000 hommes. Le président français Emmanuel Macron a fait un certain nombre de propositions pour soutenir l'initiative de ses 5 homologues sahéliens. Bienvenue dans cette édition. Vendredi dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis en service l'une des 4 turbines du barrage hydroélectrique de Soubré. L'ouvrage d'une capacité de 275 MW va permettre de combler le déficit énergétique dans le pays. Il a fallu 4 ans pour la réalisation de cette infrastructure. 4 années au cours desquelles la priorité du gouvernement a été de respecter tous les engagements, aussi bien contractuels que sociaux. Lansine Bakayoko. C'est en janvier 2013 que l'accord de prêt pour le financement du projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, connu sous le nom de barrage de Soubré, a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. Estimé à 331 milliards de francs CFA et financé à hauteur de 85% par Pékin et 15% par la partie ivoirienne, il comprend 2 volets. 281 milliards de francs CFA pour la construction du barrage et des cités, 50 milliards de francs CFA pour les mesures environnementales et sociales ainsi que pour la maîtrise d'œuvre. Je me félicite des recommandations du récent séminaire national sur l'énergie qui ambitionne de tracer les sillons devant faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique au sud du Sahara à l'horizon 2020. Le premier coup de pioche lancé le 25 février de la même année par le chef de l'État Alassane Ouattara marque le démarrage effectif des travaux de construction. Sur la base de l'étude d'impact environnemental et social, le gouvernement a fixé les conditions de déplacement, de relocalisation, d'indemnisation et de compensation des populations affectées par le projet. Les paiements ont démarré en 2013. Tous les engagements ont été tenus. Il y avait initialement, dans le cadre de ce projet, 3 villages qui avaient donc à déplacer. Il y a donc 2 qui ont été déplacés et entièrement relocalisés. C'est les villages de Kwamekro et Peyri. Actuellement, nous travaillons sur la construction des maisons de Kopéradji. L'électrification des villages riverains au projet, la construction d'infrastructures de base telles que les marchés, les logements, les écoles, les centres de santé sont des acquis que les populations ne boudent pas. Mon village, c'est Kopéradji. Aujourd'hui, c'est le problème de barrage qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Vraiment, on nous a enlevés là-bas. On est venu ici, ça se passe bien, c'est propre. On est là, on attend. S'ils finissent le nouveau village, on va aller là-bas. De nombreux autres projets sont prévus, entre autres la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. La préservation de l'écosystème aura été une des priorités du gouvernement. Vous savez, avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être donc détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune. Et donc, il fallait en contrepartie préserver une partie donc, de cet écosystème-là. Et donc, c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée donc, à cet objectif-là de conservation et de préservation de la faune et de la flore. La construction du barrage proprement dite a débuté en 2013. Elle s'est faite en plusieurs phases. Le nettoyage des sites, la mise hors d'eau du chantier. Cette mise hors d'eau consiste à isoler le barrage grâce à des ouvrages de dérivation. Cette étape est suivie des travaux d'excavation, de terrassement, de la construction des routes de contournement et de la réalisation des fondations. Tous ces travaux ont abouti à la mise en eau du barrage le 13 février 2017. Une phase importante pour tester la capacité du bassin du lac créé par le barrage. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages de sécurité, donc l'évacuateur de crue, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire
Donc c'est l'électricité, il faut faire les essais des unités de production. Avec la mise en service de la première turbine des 3 groupes électrogènes composant l'ouvrage ce 30 juin 2017, l'aménagement hydroélectrique de Soubré, le plus grand barrage de Côte d'Ivoire, entre en fonctionnement. La mise en service des autres groupes électrogènes du barrage devrait être progressivement réalisée d'ici fin septembre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite du travail abattu. C'est un grand jour, puisque ce projet attendu depuis 50 ans donc par les Ivoiriens commence à être une réalité, puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. En octobre prochain, le président de la République sera là pour lancer donc, complètement les 275 MW de Soubré et poser la première pierre du premier barrage donc, en aval donc, de Soubré. Donc c'est un grand moment et nous venons maintenant de mettre 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. Merci. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, avec une puissance installée de 275 MW, permettra de relever le niveau de l'hydroélectricité, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Il devrait porter la capacité de production électrique nationale à 2200 MW. Sachez que les prévisions de production électrique à l'horizon 2020 se chiffrent à 4000 MW. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire ivoirien font de nombreux dégâts et victimes. Le gouvernement a décidé de voler au secours des sinistrés. Le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a sillonné quelques communes et villages pour apporter soutien financier, vivres et non-vivres aux populations. Maria Toukone s'est rendue à Ndoussi, Tia-Salé et dans d'autres localités. Gabriel Zani. Ndoussi, vendredi 30 juin. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant est attendue ici dans cette salle où se sont rassemblés ces hommes et ces femmes. Les visages sont graves, marqués par la fatigue. La pluie est passée par Ndoussi. Elle a fait 2 morts. À quelques kilomètres de cette localité troublée par les incessantes pluies, Tia-Salé, la commune offre le même tableau. La journée du 24 juin, un samedi noir pour la commune, il a plu sans interruption 24 heures sur 24. Conséquence de pluie, le fils de cet homme a été emporté par l'eau. Ils étaient allés au champ pour aller chercher de la nourriture. Quand ils venaient, il pleuvait. En venant, ça, la pluie les a pris. Face au drame, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Certains parmi vous qui ont perdu des biens, des papiers, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui malheureusement ont perdu la vie. Et en pareille circonstance, ce que nous savons faire le mieux en Afrique, et en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est Yapo. Kwakossou, dans le département de Divo, est sur l'eau. 2 morts, 50 habitations détruites, 48 familles touchées, plus de nourriture, plus d'eau potable, pas de documents administratifs. Tout a été enseveli dans l'eau. Et c'est ce marigot, ce voisin silencieux de Kwakossou, qui est à l'origine de ce que vivent les villageois. Je regarde, la maison se casse. Je prends les deux petits, je les mets sur la terrasse et dis, ah, les enfants, comme il y a ma femme et puis mes enfants, c'est enfants des gens, il y a les déposer d'abord, avant de me retenir pour venir vous prendre. Restez sur la terrasse, ne bougez pas. Donc je suis parti déposer les enfants. Je reviens, l'eau m'est arrivée là. Je crie, Kwadjo, Kwasibakan, je crie les noms, personne ne répond. Une crue exacerbée par les abondantes pluies de ces derniers jours. Les habitants de Kwakossou ne veulent plus cohabiter avec le dangereux marigot. On ne peut même plus rester là. Toutes les maisons sont cassées. Déplacer le village, une solution déjà envisagée par les cadres de la région. Les gens ne vont pas se déplacer complètement du site, mais on va voir les points qui sont un peu plus éloignés du fleuve, de sorte que les populations puissent s'installer. Nous allons donc les aider dans ce sens. Samedi 1er juillet, sur la route de Pont-Brimé, village situé à 10 km de San Pedro. La route qui mène à Pont-Brimé est elle-même brimée par la pluie. Son état de dégradation peut décourager toutes les bonnes volontés. Mais quand la ministre Maria Toukone arrive à destination avec sa délégation, le constat est frappant. Il n'y a même pas 2 mètres entre là et ici. Le message de l'émissaire du gouvernement est aussi clair. Les populations doivent quitter les zones à risque.
Notre objectif, c'est d'apporter le sourire aux populations et non venir toujours faire de la compassion. Donc il faut que les populations partent des zones à risque. Là où l'eau n'a pas encore fait de dégâts, mais où on sait que l'eau va faire des dégâts parce que c'est prévisible, il faut que les populations partent parce qu'on les a bien informés que ce sont des zones à risque. Les messages sont passés. Il faut que les populations soient relogées ailleurs. Le village de Pont-Brimé est situé entre les eaux, comme à Pakossou. Ici aussi, le déplacement du village s'impose. Nous allons travailler avec les chefs, les propriétaires terriens, afin de pouvoir trouver des sites et faire déménager nos populations. Les préjudices subis par les populations sont énormes. La ministre de la Solidarité tient à rassurer les populations de la volonté du gouvernement de les soutenir, et ce, depuis le début des intempéries à Abidjan, comme dans les autres régions du pays. Nous avons apporté le réconfort aux familles de 7 personnes qui sont décédées, aux victimes de 217 maisons effondrées, à 103 blessés et à 433 familles sinistrées pour un montant total de 75 200 000 francs CFA pour cette deuxième phase. La corde de la solidarité de l'État ne sera pas rompue. Le gouvernement apporte certes de l'espoir et du sourire aux sinistrés, mais il ne saurait arrêter les effets pervers du changement climatique. C'est en cela que le déguerpissement immédiat des zones à risque se pose pour l'instant comme la seule solution viable. La ville de Divo a abrité hier le lancement officiel de la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Le ministre de la Salubrité, Anne-Désiré Ouloto, a appelé les populations à s'approprier cette action du gouvernement, dont le but est de donner fière allure aux villes et communes. Grâce Kando. Divo, dans la région d'Îlot-du-Bois, il est 7 heures et Rita est déjà à la tâche. Elle tente de rendre propre son cadre de vie. Chaque jour, je balaye l'endroit où je vends, je rends l'endroit propre parce que la propreté fait partie de la santé. Rendre la vie propre, c'est mieux. Vivre dans un environnement sain, c'est le choix de Rita, comme d'ailleurs celui du gouvernement ivoirien, qui met le cap sur la ville de Divo pour la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Cette action vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans cette localité, le Grand Ménage a été marqué, entre autres, par la démolition d'une usine de fabrication de savon communément appelée Kabakrou, le balayage des grandes artères, le désherbage des espaces verts et le curage des carnivaux. Des endroits passés au peigne fin par la population et les autorités. De gros efforts ont été réalisés à Divo, je m'en félicite, mais il reste de grands défis à relever. Il y a encore quelques poches de résistance à Divo. Nous l'avons vu avec l'installation anarchique de certaines activités dangereuses, dont les activités donc, de confection de savon artisanal. Et cela donc, ne peut être réalisé sans qu'on ne tienne compte de l'impact social et environnemental. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous soutenons l'initiative de la mairie qui a donc identifié un site dédié à ce type d'activité. Nous nous engageons dans l'opération Grand Ménage parce que nos populations doivent vivre dans un environnement sain. Madame la ministre a annoncé qu'il va y avoir un concours au niveau national et je suis convaincu que la région de l'Îlot-du-Bois va remporter ce concours-là. Maintenir le cap de la propriété, des engagements pris par les différents mouvements et associations de Divo à travers des messages de sensibilisation. On a décidé aujourd'hui de faire la sensibilisation auprès de nos sœurs commerçantes pour ne plus jeter les ordures n'importe comment. Et puis les sachets plastiques, qui est vraiment un méfait, nous allons lutter pour que désormais ça diminue, ça ne peut pas finir. Installation du comité de salubrité de la région du Îlot-du-Bois, remise d'attestations aux ambassadeurs de la salubrité et du matériel de propriété, avec l'appui du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, ont constitué quelques temps forts de la cérémonie. Nous intervenons principalement dans l'appui aux collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour participer à l'action commune de sensibiliser toute la population de Divo. La gestion des déchets est un peu difficile, mais il faut, avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'efforts, que les populations se joignent à Monsieur le maire pour faire ce travail relativement difficile. La 6e édition de l'opération Grand Ménage sera consacrée à la Semaine nationale de la propriété,
prévu pour se tenir du 11 au 15 juillet prochain dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Le gouvernement a entrepris depuis le 6 mai dernier une campagne de démoustication pour éradiquer l'insecte responsable de la dengue. Pour en parler, le professeur Beignet Bivro-Joseph, directeur de l'INPHP, était l'invité de ce Dimanche Magazine. Il s'est prononcé sur les stratégies de lutte contre la maladie. Voici un extrait de son intervention. Les signes de la dengue simple sont vraiment semblables aux signes du paludisme ou de la grippe. Il s'agit d'une fièvre, il s'agit de douleurs articulaires, de céphalées et puis d'une fatigue. Mais la différence ici avec la dengue, c'est que c'est une fatigue qui est intense et c'est une fatigue qui est persistante. Donc dans ce cas, il faut vraiment alerter le plus rapidement. Comme on n'a pas le vaccin pour l'instant et que le traitement n'est que symptomatique, la seule voie qui nous reste, c'est la prévention. Il faut éviter de stocker dans notre environnement tout récipient qui est susceptible de contenir de l'eau dans lequel vient pondre le moustique. Et en plus, il faut également vider régulièrement l'eau qu'on a dans les pots de fleurs, dans nos maisons. Et puis surtout, il faut éviter de cultiver des arbres. Il ne faut pas céder à la panique. Deuxièmement, il faut que la population prenne le relais de cette opération pour qu'elle-même se l'approprie. Et ça, c'est conformément au concept du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui dit « ma santé, ma vie ». Si on se prend en charge, je pense que c'est un capital qu'on devait pouvoir préserver. Et cela est important. En agriculture, les acteurs du cajou seront en conclave pour la 11e fois. Il s'agira pour eux de jeter les bases d'une nouvelle vision du cajou en Afrique. En effet, le continent produit plus de la moitié du cajou au monde, mais rencontre des difficultés au niveau de la transformation. Des explications de Noël Nyanyou. La transformation du cajou, une équation stratégique à résoudre par l'Afrique. Surtout que cette spéculation est riche de son potentiel multidimensionnel, source d'emploi à majorité féminin. Tout dans le cajou est utile et exploitable. Dans une usine en Inde, la seule chose qui se perd, c'est la fumée qui sort dans les cheminées. Tout le reste, que ce soit les pellicules, les coques, tout ça, les pommes, les gens essayent de faire quelque chose avec. Voici 10 ans que les Africains s'efforcent de se mobiliser et fédérer leurs énergies afin d'exploiter tout ce potentiel. Du 18 au 21 septembre prochain, nouvelle rencontre. Les principaux acteurs de la transformation en Afrique vont se retrouver au Bénin, en Afrique de l'Ouest, pour jeter les bases de la nouvelle vision du cajou africain. Le problème de difficulté d'approvisionnement alors qu'on est premier producteur mondial et que l'Afrique est premier producteur mondial. Parce que nos noirs partent en l'état brut vers l'Asie pour être transformés. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on ne peut pas transformer les 100%, mais on peut transformer plus que ce que nous transformons aujourd'hui, qui au niveau de l'Afrique entière est de moins de 10%. Si c'est un problème d'investissement, faire en sorte que ces transformateurs ou ces producteurs puissent avoir accès aux finances. Si c'est un problème de cadre réglementaire, c'est de faire en sorte, à travers le Conseil consultatif international, de faire en sorte qu'on obtienne un cadre réglementaire. Et enfin, c'est de permettre aux différents acteurs, aux transformateurs vietnamiens, de comprendre que l'Afrique, en tant que premier producteur mondial, a sa part à jouer et qu'on peut le faire ensemble. Créée en 2005, l'Alliance africaine du cajou compte en son sein des producteurs, des transformateurs, des négociants et des acheteurs internationaux. Notez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 18 unités de transformation de cajou. Du côté de Boaké, le marché central va être reconstruit. Il avait été ravagé par un incendie en 1998. Ce samedi, les experts chargés de cette reconstruction ont lancé cet important projet au profit des populations de la région de Boaké. Alain Essoa, Léon Brou. Dans 36 mois, les populations vont faire leur marché et autres emplettes sur ce site dans le marché central de Boaké. L'étude technique pour le début des travaux de construction de ce centre d'affaires a démarré avec l'arrivée de cette équipe d'experts en maîtrise d'ouvrage. Nous sommes ici à Boaké, donc dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de reconstruction du marché central. Il y a un certain nombre de procédures, que ce soit au niveau financier, au niveau administratif, au niveau environnemental et au niveau social, pour que le projet soit le plus abouti possible. Le cabinet d'assistance en maîtrise d'ouvrage est mandaté par l'Agence française de développement, principal bailleur de fonds du marché central de Boaké. Un projet en plusieurs étapes. Courant 2018,
c'est là où l'entreprise de travaux sera recrutée, que la première pierre pourra être installée donc par les autorités municipales et que les bulldozers vont pouvoir entrer en action pour que les travaux puissent commencer. Avec le démarrage de son étude technique, la reconstruction du marché central entre dans sa phase de concrétisation, selon le maire de Bouaké. Nicolas Guibault peut cependant inviter à la patience. Maintenant que la chose est concrète, il n'y a plus qu'à attendre très longtemps parce que je sais que la population veut voir des briques se poser, des machines, tout ça, ça va venir. Coût du futur marché central de Bouaké, 10 milliards de francs CFA, un financement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D pour offrir un centre d'affaires digne de la deuxième ville de Côte d'Ivoire après l'incendie il y a 19 ans du premier marché central de Bouaké. On en parle peu, mais il existe bel et bien une journée internationale de la femme africaine. Elle prend sa source dans les années 60 en Tanzanie avec la création de la Conférence des femmes africaines. Pour l'ONG Femmes de Demain Afrique, il est temps de faire de cette célébration une plateforme de promotion des femmes africaines. Malika Koulibaly. La Journée internationale de la femme africaine existe depuis 1962. Pourtant, cette journée est peu méconnue par bon nombre de femmes. Pour la sortie de l'ombre, l'ONG Les Femmes de Demain Afrique a décidé cette année de prendre les choses en main lors des festivités qui se dérouleront le 31 juillet prochain. Nous avons décidé de redynamiser cette journée en invitant nos sœurs africaines à nous retrouver en Côte d'Ivoire du 25 au 31 juillet 2017 pour que nous mesurons ensemble le chemin parcouru, ce qui reste à faire, ce que nous pouvons faire ensemble, mais surtout développer un vaste réseau de femmes pour échanger, capitaliser, partager les bonnes pratiques. Et puis ne pas oublier quand même d'honorer nos dévancières, mais aussi distinguer nos contemporaines les plus méritantes d'entre nous. Tout ceci répond à un besoin bien spécifique. Nous sommes heureuses de savoir qu'il existe une journée internationale de la femme africaine, parce que tout le monde sait qu'il existe une journée de la femme, mais peu de gens savent qu'il existe véritablement une journée internationale de la femme africaine. Donc nous, notre mission, notre ambition, c'est véritablement d'en faire la promotion et de dire à toutes les femmes africaines que nous avons une journée à nous. Donc nous devons donc nous l'approprier et en faire la promotion. Cette organisation qui milite pour la promotion de l'entrepreneuriat a au cours de son dîner présenté les membres de son nouveau bureau. Religion, la communauté catholique Mère du Divin Amour a lancé récemment la campagne Africa for God. L'objectif est d'évangéliser les nations pour l'enracinement de la paix sur le continent. Chris Diomandé, Aboussanougou. Plus de 600 chrétiens du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays au lancement officiel du concept Africa for God Côte d'Ivoire. Africa for God Côte d'Ivoire est un appel urgent à l'Afrique à choisir Dieu comme sauveur et Seigneur. Ce concept se définit comme une campagne d'évangélisation dans plusieurs nations d'Afrique. Une initiative de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Tout vient de Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et c'est lui qui a une ambition pour ce continent. Nous devons dépasser les événements actuels, les circonstances actuelles et utiliser ces circonstances non pas comme des problèmes pour notre développement, mais comme des opportunités. C'est possible que l'Afrique se relève, mais pour cela, il faut une véritable refondation spirituelle. Nous devons refonder notre solidarité, notre manière de gérer, en nous appuyant sur les valeurs évangéliques et sur les valeurs de notre tradition. La phase active de ce lancement, Africa for God Côte d'Ivoire, se matérialise par l'organisation de mois d'activités dans les nations. Je crois qu'il est temps que l'Afrique se réveille et se retourne vers Dieu pour que le développement se fasse réellement en Afrique. Africa for God Côte d'Ivoire définit sa stratégie sur l'évangélisation, la formation des intercesseurs et l'élaboration d'un livre blanc qui sera mis à la disposition des autorités politiques et religieuses d'Afrique. Faisons à présent le point de l'actualité de la semaine dans le monde en compagnie de Sidonie Davila dans ce 7 sur 7. De
De nouveaux heurts ont opposé lundi forces de l'ordre et manifestants dans la province d'Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, où la contestation sociale perdure depuis 8 mois. Ces violences interviennent au lendemain d'une déclaration du roi Mohamed VI qui a dénoncé la lenteur des chantiers de développement mis en œuvre par le gouvernement dans cette région. Adieu à la guerre, adieu aux armes, bienvenue à la paix. Le gouvernement colombien et les FARC ont célébré mardi la fin du désarmement de la principale guérilla du pays en conflit depuis plus d'un demi-siècle. Les 7132 armes stockées par la mission onusienne permettront de créer 3 monuments symbolisant la fin du conflit armé en Colombie. 10 jours à peine après son retour aux affaires et son opération de transparence sur son séjour médical dans la capitale française, Patrice Talon s'est envolé pour la France mercredi. Le président béninois repart à Paris pour un contrôle médical post-opératoire. C'est une visite hautement symbolique. Xi Jinping est arrivé jeudi à Hong Kong pour la première fois en qualité de président chinois pour célébrer le 20e anniversaire de la rétrocession de cette ville très divisée sur le plan politique. Ancienne colonie britannique, Hong Kong était revenu dans l'orbite de la Chine en 1997, mais avait pu conserver une certaine autonomie politique. C'est une grande figure de l'histoire des droits des femmes qui s'est éteinte. En mai 1974, alors juriste sans étiquette, Simone Veil avait été nommée ministre de la Santé par Valéry Giscard d'Estaing. Quelques mois plus tard, celle-ci parviendra à imposer au Parlement une loi instaurant l'interruption volontaire de grossesse. Simone Veil est décédée vendredi à l'âge de 89 ans. Les réactions politiques sont unanimes pour saluer la mémoire de l'ancienne ministre que de nombreux Français souhaitent voir inhumée au Panthéon. Samedi à Strasbourg, les dirigeants européens ont rendu un hommage solennel à Helmut Kohl, mort le 16 juin dernier. La dépouille de l'ancien chancelier allemand est ensuite repartie pour l'Allemagne, où a eu lieu l'enterrement en début de soirée dans la plus stricte intimité familiale. Avec à leur côté le président français Emmanuel Macron, les chefs d'État du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, regroupés au sein du G5 Sahel, se sont réunis ce dimanche à Bamako. Ce rendez-vous consacre le lancement officiel du G5 Sahel. La nouvelle coalition antiterroriste débute ses opérations avec une force de 5000 soldats qui s'ajoutera à la force française Barkhane et à la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, déjà déployée dans la région sahélo-saharienne. Plus que 19 jours pour le déroulement des 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Le 21 juillet est donc une date à retenir. Les pays du monde francophone se donnent rendez-vous dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part à cet important événement culturel et sportif. Le gouvernement met les bouchées doubles pour accueillir tous ses participants. Les 8e Jeux de la francophonie s'achèvent le 30 juillet prochain. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.